Et c'est parti pour notre dernier bloc officiel de matière qui va traiter sur un dernier diagramme, mais qui n'est pas un diagramme UML. Donc, depuis le début de l'étape, on a regardé des diagrammes UML, hein, comme le diagramme des codes d'utilisation, les diagrammes de classe et les diagrammes d'état. Là, ici, on va commencer à aller regarder un diagramme qui est plus spécifique. Mais avant d'aller regarder un diagramme plus spécifique, on va faire un petit retour sur le principe de modélisation. Donc, on avait vu durant notre, euh, notre excursion dans les diagrammes de classe, hein, qui se rapprochaient le plus de la conception de bases de données, qu'on était capable de modéliser des systèmes avec des classes. Hein, fait qu'on avait fait un petit exercice là, où c'est qu'on avait le principe de l'université avec des instituts, des employés de recherche et ainsi de suite, qui nous donnait un diagramme final, okay, qui ressemblait à ça ici. Donc, petit rappel, hein, on a les cardinalités ici, des 1 et 3, de la composition, de la généralisation, okay, de la spécialisation, des classes associatives, okay, qui sont générées par la relation des deux. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais la problématique, c'est que dans la réalité des choses, quand je veux implémenter ça dans un système, puis que je veux donc utiliser une base de données pour être capable de représenter ça correctement, les bases de données ne sont pas capables de représenter la majorité de ces relations-là exactement comme elles sont représentées dans le diagramme de classe. Donc, il va falloir, pour mieux développer nos bases de données, avoir un diagramme, okay, qui est mieux adapté à la création de bases de données. Donc, pour faire ça, il y a un diagramme qui est plus adapté à la base de données, qui va être le diagramme, puis ici, vous pouvez, j'ai déposé le même document là, qu'on va regarder ensemble, qui est le diagramme d'entité-relation. Donc, le diagramme d'entité-relation et le diagramme de classe sont cousins. Okay? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont très semblables. Puis, on va aller voir c'est quoi les différences, okay? Où je perds de l'information, puis quelles autres informations sont nécessaires quand je travaille avec le diagramme d'entité-relation. Donc, ici, j'utilise un document qui va présenter les diagrammes d'entité-relation sous une forme qui est propre à Visual Paradigm, okay, parce que le texte que j'ai pris, c'est de leur documentation à eux autres. Par contre, je vais aussi démontrer d'autres utilitaires qui vont être capables de faire des diagrammes d'entité-relation. Qu'est-ce qui est problématique là, ou qu'est-ce qui porte à confusion quand on parle de diagramme d'entité-relation, c'est que contrairement aux diagrammes UML, okay, les diagrammes UML, eux, ont une norme. Okay? Ils ont un livre avec une série de règles qui dit que telle ligne, ça fait telle chose, tel pointillé, ça fait telle chose. Si tu veux faire telle affaire, il faut que tu fasses un rectangle. Si tu veux faire telle autre affaire, il faut que tu fasses un losange. Puis si tu veux telle autre affaire, tu veux avoir un rond, puis ainsi de suite. Les diagrammes d'entité-relation, ils n'ont pas de normes en tant que telles. Donc, chacune des différentes variations, chacun des différents programmes va avoir des variations, okay, sur la nomenclature, sur la représentation des choses. Donc, si je vais vous montrer un petit exemple. Quand on parle des diagrammes d'entités relationnelles, ici, si je m'en vais sur
notre meilleure source d'information, hein, une page Wikipédia. Le principe, c'est que quand on parle d'un diagramme d'entité-relation, il existe plusieurs variantes des diagrammes d'entité-relation, okay, de différentes notations, de différentes écoles de pensée, de différents auteurs. Okay? Donc ici, on a comme une espèce de liste de variations possibles. Okay? Donc on a la méthode de Chen, on a la méthode de Martin, on a une méthode qui utilise un autre diagramme UML pour être capable de représenter des entités-relations, okay, qui utilisent bien de la nomenclature plus fancy là, que nous, on ne verra pas. Le principe, c'est que la majorité des programmes modernes ou courants là, utilisent la notation de Martin ou la notation de pied de corbeau là, à cause des petits pieds de corbeau qui sont présentés ici. Mais c'est important de se souvenir que si on voit un autre... Hein, pardon? Oh, j'allais dire, c'est des pas de doigts en français. Ouais, c'est ça. Des pas de doigts, t'as bien raison. Donc, même si on voit une autre représentation, hein, ça ne veut pas dire que c'en est une mauvaise, c'est juste qu'il faut comme ajuster nos connaissances par rapport à qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est marqué dans la notation elle-même. Fait que quand on veut travailler avec les modèles d'entité-relation, il va y avoir beaucoup plus d'informations que qu'est-ce qu'on a à l'intérieur des diagrammes de classe. Puis ces informations-là vont être beaucoup plus proches des contraintes puis des limitations des bases de données qu'on va vouloir créer. Habituellement, des bases de données relationnelles, des bases de données SQL habituellement. Donc, la première chose qui va se passer quand on travaille avec les bases de données, il va y avoir le principe hein, d'une entité. Donc, dans le diagramme de classe, on avait des classes. Dans le diagramme d'entité-relation, on va avoir des entités. Donc, c'est le même principe, tu lui donnes un nom. Habituellement, dans le diagramme d'entité, l'entité va être le nom de ta table. Hein? Donc, ça a une référence 1 à 1 avec le nom de la table. Ensuite, comme dans les classes, on va avoir des attributs, OK, qui vont être ultimement les colonnes de ma table. Donc, pour les diagrammes d'entité-relation, par contre, les attributs puis les colonnes vont avoir un lien beaucoup plus proche avec les bases de données qu'on avait avec les diagrammes de classe. Donc, avec les diagrammes de classe, on utilisait des types qui avaient rapport habituellement à des langages de programmation, hein, parce qu'une des utilisations des diagrammes de classe, c'était pour la représentation de programmation orientée objet. Mais avec les ERD, les Entity Relationship Diagram, le but de ces attributs-là, ça va être d'avoir une représentation directe sur qu'est-ce qu'on va avoir dans notre base de données. Donc, les types qui sont reliés à ça vont être directement tirés de la base de données que je vais vouloir utiliser ultimement. Donc, les diagrammes d'entité-relation vont avoir un lien direct habituellement, même avec le type de base de données que je vais utiliser. Parce que chaque base de données, chaque DBMS là, a ses propres versions, okay, ou a ses propres petites configurations, propres spécialités pour chacun des types qu'on pourrait avoir. Hein, parce que je pense que est-ce que vous utilisez MS SQL, Microsoft SQL dans votre autre cours? Non, c'est SQL Developer. OK, fait que Oracle, vous Oracle. utilisez Ouais, c'est Oracle. ça. OK. Fait que blablabla, ici.
Fait que si on s'en va sur Oracle, les différents types par défaut, on a varchar 2, on a des numbers, on a des timestamps, on a des intervalles, OK? C'est les éléments qu'on a par défaut. Si on s'en va voir, par contre, sur d'autres éléments, comme les types de MS SQL, ça va être des types qui vont être semblables, mais des fois avec des variantes. Comme on avait number dans le type de, ici, là, quelque part, number, ben, dans MS SQL, c'est numérique à la place. Donc, on a quand même le varchar, mais c'est varchar tout seul, pas varchar 2. Parce qu'en fait, dans Oracle, la version de varchar initiale était inefficace, fait qu'ils en ont créé une deuxième qui était une nouvelle version, mais qui avait certaines modifications qui faisaient qu'elle n'était pas rétro-compatible, et qui ont créé varchar 2. Ben, MS SQL est juste plus nouveau, il y a juste une version qui est la bonne. Donc, il y a des variations ici sur qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas représenter comme type d'information dans ta base de données. Donc, quand on va représenter les différents types, on va avoir les outils qui viennent avec la base de données que nous, on va vouloir utiliser. Autre chose qui vont être représentés dans les attributs des entités. Donc, c'est un Entity Relationship Diagram. Fait que c'est des entités qu'on représente qui vont faire référence à des tables. Donc, on va avoir des attributs qui vont être les différentes colonnes. Puis vous allez voir même dans les outils, là, ça va parler de colonnes directement. On a les différents types, mais on va aussi avoir des informations connexes. Okay? Des éléments, des configurations possibles qu'on peut avoir quand on travaille avec des bases de données. Donc, premièrement, on va pouvoir identifier à l'intérieur la clé primaire de nos différentes entités. Y a-t-il quelqu'un qui peut me rappeler, puis en même temps, là, ça fait des crosses entre vos cours, à quoi ça sert une clé primaire? Si vous êtes... À identifier uniquement un enregistrement. Hey! Donc, c'est un identificateur unique d'un enregistrement. Puis, si on va un petit peu plus dans la terminologie, là, OK, les clés primaires il y en a deux types. OK? Il va y avoir les clés primaires naturelles, où c'est que dans la définition de ton problème, là, il y a automatiquement quelque chose qui peut être utilisé comme clé primaire. Donc, si, admettons, je suis en train d'être au gouvernement, là, puis je suis au système de taxes, puis je veux représenter chacun des utilisateurs payeurs de nos taxes fédérales ou provinciales, ben, j'ai une des colonnes qui est le numéro d'assurance sociale. Ben, le numéro d'assurance sociale de sa propre conception, c'est un identificateur unique. Fait que je pourrais juste l'utiliser comme clé primaire. Mais souvent, quand tu vas faire la conception de ton problème, donc admettons ici, on commence à représenter, admettons, les instituts. Les instituts ont des noms puis des adresses. Ben, ça se peut que l'institut n'ait pas de nom ou ça se peut que l'institut ait un nom pareil des fois pour des raisons quelconques. Fait que ici, dans le diagramme de classe, il n'y a pas de clé primaire possible. Fait qu'on va pouvoir souvent rajouter une colonne qui va être juste une colonne d'identification qui va être utilisée comme clé primaire. Okay? Dans la nomenclature, on appelle ça une clé primaire artificielle. Parce que j'ai la clé, je la crée seulement pour être utilisée comme clé primaire. Fait que dans nos diagrammes d'entité-relation, on va être capable de représenter des clés primaires. Qu'ils soient singulières ou composites, là, où c'est que composite, c'est deux colonnes ensemble qui fait la clé primaire.
on va aussi pouvoir représenter certaines autres caractéristiques des colonnes. Donc, des choses comme des éléments qui sont nullables, hein, qui peuvent être vides, des éléments qui doivent être uniques, mais qui ne font pas partie de la clé primaire. On va aussi parler, évidemment, quand on parle des relations, du principe de clé étrangère. Donc, on va avoir une représentation pour dire c'est quoi la clé primaire, hein, des éléments identifiants de la table. Puis, on va pouvoir utiliser cette clé primaire-là dans une autre table pour faire référence, pour faire une relation entre les deux tables. Donc, quand on travaillait avec le diagramme de classe, ces différentes relations-là étaient seulement représentées par la relation elle-même. Quand on va travailler avec le diagramme d'entité-relation, cette relation-là va être représentée par, oui, un lien, mais aussi la clé étrangère qui va exister dans la table à côté. Donc, on va avoir des représentations comme ça, là, où je vais avoir une première table qui va avoir un ID à l'intérieur, puis qui a des identifiants. Donc, ici, on a un exemple de la table où c'est qu'on a un manufacturier, on a le nom du manufacturier, puis on a un numéro d'identification. Puis, de ce numéro d'identification-là, dans une autre table de produits où on fait référence au manufacturier. Donc, ça ici, ça va être une clé étrangère. Hein? Donc, ça va être un identificateur, mais qui va faire référence d'un identificateur d'une autre table. Donc, on va avoir ici le numéro du manufacturier qui va donc pouvoir aller chercher toutes les informations après avec les genres de requêtes que vous voyez dans votre cours de B04, là, les jointures et les choses comme ça. Donc, on a deux types de clés qui vont être représentées dans les diagrammes d'entité-relation, les clés primaires et les clés étrangères. Ici, je vais quand même assez vite là, parce que j'assume que c'est quelque chose que vous avez vu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la vitesse va bien ou est-ce qu'on veut que je ralentisse un peu, qu'on fait un bon retour pour être certain qu'on a bien compris? On est bon? De mon côté, je suis good, là. Je sais pas pour les autres. Excellent. J'ai deux thumbs up, trois thumbs up. All right. Donc, ça va bien. On n'a rien de trop fancy là-dedans. On a ensuite le principe des relations. Hein, donc, quand on va avoir une clé étrangère qui apparaît dans une table, et il va avoir le lien qui va représenter comment est-ce que cette relation-là est, d'où cette clé-là vient, pour être capable d'avoir une visualisation de la table. Hein, donc, toujours le but des diagrammes, c'est pour aider à la visualisation des choses qui va nous permettre de mieux travailler sur un problème. Donc, on va pouvoir voir le diagramme d'entité-relation puis faire comme est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que j'ai toutes les informations qui sont bien représentées, qui sont bien reliées? Ah oui, non, telle affaire, j'aurais besoin dans mes produits d'avoir aussi des quantités ou dans mes transports, ou dans mes invoices, j'aurais besoin d'avoir les produits puis ils sont pas là. Donc, c'est là qu'on voit la conception puis qu'on pallie à des erreurs ou des manques à la conception. On va aussi avoir le principe de cardinalité qui va être disponible, mais les options possibles vont être beaucoup moindres. Donc, dans les diagrammes de classe, la cardinalité, c'était quelque chose qui était quand même assez costaud. Là. Puis, on pouvait avoir des différentes variations. On pouvait avoir des bornes. On pouvait avoir de la composition. Donc, il y avait plein d'options possibles quand on travaille avec les diagrammes d'entité-relation. C'est beaucoup plus simplifié parce que les bases de données ne sont pas vraiment capables de faire les mêmes éléments. Donc, on va avoir l'exemple d'une cardinalité 1 à 1, où j'ai un élément qui fait référence à un utilisateur derrière.
Donc, ça, c'est le plus simple. On a donc un utilisateur, son numéro d'identification est utilisé à un seul autre endroit. OK? Donc, souvent, ces informations-là pourraient même être fusionnées ensemble. Quand c'est du 1 à 1, là, ça pourrait être fusionné à l'intérieur d'une seule page ou une seule table, pardon, pour simplifier les choses. Des fois, on le sépare juste pour avoir une meilleure représentation de notre modèle, de notre conceptualisation. Qu'est-ce qui va être le plus commun? Ça va être la relation de un à plusieurs, ou en anglais, ce qu'on appelle le one to many. Donc, on va avoir ici un département, OK? Puis, dans le département, on va avoir, OK, la relation avec l'étudiant. Donc, l'étudiant va avoir le lien, OK, dans un département. Donc, à chaque fois que j'ai un 1 à plusieurs, hein, le principe, c'est que dans ce cas-ci, l'institut aurait besoin de savoir à quelle faculté il appartient. Donc, quand j'ai un 1 à plusieurs, j'ai besoin de rajouter la clé étrangère pour être capable de savoir à qui j'appartiens. On en a une dernière qui arrive souvent dans nos diagrammes de classe, okay, qui est le plusieurs à plusieurs. Donc, j'ai plusieurs instituts, puis j'ai plusieurs associés de recherche. Donc, l'institut a plusieurs associés de recherche, mais un associé de recherche peut être à plusieurs instituts en même temps. Donc, tu pourrais avoir quelqu'un qui travaille à l'Institut A et à l'Institut B, mais l'Institut A a aussi 3-4 autres personnes en même temps. Donc, il y a plusieurs relations possibles. Puis, à ce point-là, avec les possibilités des relations de table, des bases de données relationnelles, tu n'es pas capable de gérer ça directement. Ce qu'il faut avoir dans les relations plusieurs à plusieurs, ça va être d'avoir une table intermédiaire qui va être capable de faire le lien entre chacune des relations possibles entre les deux. Donc ici, j'ai un étudiant, j'ai un cours quelconque. Ben, l'étudiant peut suivre plusieurs cours, puis le cours peut avoir plusieurs étudiants. Fait que moi, je vais avoir plusieurs pairings de cours étudiants, cours étudiants, cours étudiants, cours étudiants, cours étudiants. Fait qu'il va falloir que j'aille en fait une table intermédiaire qui va être capable d'avoir une relation de 1 à plusieurs de chaque bord. Le principe ici, c'est que dans des bases de données relationnelles, c'est impossible d'avoir des relations de plusieurs à plusieurs. Okay? C'est seulement fait par l'intermédiaire d'une autre table qui va faire en sorte que ça devient de 1 à plusieurs, puis que là, ça fait comme si c'était de plusieurs à plusieurs. On va voir que dans les différents logiciels, okay, c'est comme fait pour ça, fait que on va bien gérer ça. Nous, on voit juste la dernière version du modèle, okay, mais il y en existe encore une fois plusieurs niveaux possibles pour travailler dans la granularité de la chose. Nous autres, on jasait qu'on avait comme possiblement une première version avec le diagramme de classe, qu'on pouvait y aller avec les designers ou les concepteurs okay, de informatique aussi pour qu'ils puissent mettre la main à la tâche, savoir qu'est-ce qu'il y a besoin. Puis une fois qu'on a ce diagramme-là, on peut le traduire en diagramme d'entité-relation. À place du diagramme de classe, il existe comme un autre branche possible de design qui va aller chercher okay, 3 niveaux de diagramme d'entité-relation. Donc, on va avoir le niveau physique. Okay? Donc, le niveau physique, c'est celui qu'on vient tout juste de montrer. Donc, quand on parle de physique, c'est le plus proche de la réalité. Là. Fait que c'est celui qui va avoir le plus d'éléments concrets par rapport à ce que je vais faire.
Donc, celui qui a les types qui rapportent directement à la base de données, celui qui va avoir des tables intermédiaires parce qu'on n'a pas le droit de faire autre chose dans la réalité des choses, celui qui va bien identifier les différentes clés primaires et les clés étrangères qu'il va falloir que j'implémente à l'intérieur de ma réelle base de données. Mais si je veux, je peux aller dans des modèles un petit peu plus haut niveau, okay, initialement, pour essayer de mettre mes idées floues en idées claires. Donc, le principe, c'est que dans le modèle physique, on a toutes les... Oups, je sais pas pourquoi c'est là. On a tous les différents éléments à l'intérieur. Puis, on a après ça le niveau logique qui a un petit peu moins d'informations. Puis, on a le niveau conceptuel qui a presque aucune information. Donc, si on regarde à quoi ça peut ressembler, là, le modèle conceptuel va seulement avoir les noms des différentes entités et les relations entre eux autres. Donc, pas de clé, pas de colonne, pas de type. Juste les relations et les différentes entités. Donc, c'est comme une classe avec juste les noms de classe. T'sais. Après ça, tu peux avoir le modèle logique qui va avoir les colonnes, mais avec aucune information par rapport aux relations. Ça veut dire que pas de clé primaire, pas de clé étrangère, pas de type sur les différentes colonnes, seulement les noms et les valeurs qui viennent avec. Puis une fois que j'ai fait celui-là, là, je peux aller dans le modèle physique, okay, qui va avoir toutes les informations qui vont être directement reliées à la table que je vais faire à la fin. Donc, je vais avoir le nom d'entité, le nom des différentes colonnes, les types des différentes colonnes, les attributs spéciaux que je pourrais avoir, la représentation de la clé primaire et la représentation des clés étrangères derrière quand j'ai une relation quelconque. Fait que quand on veut, le principe du design, OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour conceptualiser un diagramme d'entité-relation? Ça va être en fait les mêmes étapes que qu'est-ce qu'on a fait pour les classes. Fait qu'on va vouloir identifier premièrement les différentes entités. Donc, ça va être quoi mes différentes tables? Ensuite, on va pouvoir identifier les différents attributs. Donc, ça va être quoi les différentes colonnes? Puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir identifier les différentes relations. C'est juste que, rendu là, les relations vont être beaucoup plus simples. OK? Puis, des fois, ça va être de couper une table pour l'insérer dans un autre, et ainsi de suite. Fait que si on regarde quelques petits exemples de qu'est-ce que ça peut donner, là, OK? On a un exemple d'une société de location de films, un système de prêt dans une bibliothèque, okay, une boutique en ligne avec des produits, des clients, des invoices, des employés, des bureaux, et ainsi de suite. Donc, on a ces diagrammes d'entité-relation-là. Là, la question qui nous reste, c'est comment est-ce que je peux faire pour dessiner ça de mon côté. Avant de dessiner ça, je pense qu'on va se prendre une petite pause, mais on va aller travailler après dans Visual Paradigm. Fait que on va voir Visual Paradigm de prête. Mais avant ça, on va se prendre une première petite pause. Un petit 10 minutes arrondi. Là. Fait que on revient à 14h50 pour regarder comment dessiner des modèles d'entité-relation. 18h50. 14h. Oui, 18h. D'accord. Il est 6h. Hein? Je suis perdu. Et nous revoici. Donc, on est en train de regarder comment on va créer des diagrammes d'entité-relation. Donc, il va être important de voir comment créer les entités,
créer les différents attributs et est capable de représenter les différentes configurations de ces attributs-là, soit étant des clés primaires, soit étant des clés étrangères, comment représenter les différentes variations des entités possibles. Donc, premièrement, on est dans notre ami Visual Paradigm. Donc ici, PlenQML ne sera pas capable de faire des diagrammes d'entité-relation avec toutes les options possibles parce que le UML n'a pas été fait avec un diagramme d'entité-relation à l'interne. Donc, il existe des outils spécialisés pour être capable de représenter ça d'une manière plus conviviale. Fait qu'on a Visual Paradigm, puis on va regarder deux autres par la suite, là, qui vont être capables de faire des diagrammes d'entité-relation. Donc, je me suis créé un nouveau diagramme. Dans la liste, on avait le class diagram, le use case. Si tu rentres le entity, donc tu peux créer un nouveau diagramme d'entité-relation. Tu as des exemples si tu veux aller les loader, mais on peut commencer avec un exemple vide. Donc ici, quand tu commences, il va te donner l'option de changer de type, le niveau du diagramme d'entité-relation. Donc on avait vu le modèle conceptuel, le modèle logique pour être de plus en plus avec plus d'abstraction, moins d'informations. Donc nous autres, on veut vraiment sélectionner le modèle physique pour être capable de bien représenter toutes les options de notre base de données. Une fois qu'on a ça, comme on est rendu habitué, on va avoir les différentes informations qui sont qu'on veut représenter. Okay? Donc, on va pouvoir créer des entités. Donc, mettons un client. Okay? Puis, une fois qu'on a l'entité, on va pouvoir y rajouter des colonnes avec des spécifications. Donc, si on veut ici, là, on peut même ouvrir l'outil qui me permet d'aller travailler sur ces différentes colonnes. On voit qu'ils n'appellent même pas ça des attributs. Là. Ils appellent ça directement des colonnes. Puis, à l'intérieur, on peut aller rajouter des colonnes. OK? Fait que, mettons, un numéro d'identification. On peut sélectionner le type. Puis, on peut avoir toutes les options possibles. OK? Comme dire que ça, c'est la clé primaire. Ensuite, je peux en créer une deuxième. On va, mettons, l'appeler le nom du client. Name. Dans le type, on a des choses comme varchar. Puis on peut voir, quand je les ajoute, que j'ai aussi les propriétés, les attributs spéciaux qui sont là. Puis quand je clique le Apply, je clique le OK, puis je regarde le résultat, je peux voir que on a les clés primaires qui sont bien identifiées avec la petite clé dorée. Puis si on a des attributs spéciaux, ils vont être à droite représentés par des symboles. Donc N pour nullable. Tu peux aussi avoir un U pour le unique qui va me permettre de facilement travailler avec une représentation visuelle de ma table. Ensuite, on va avoir, mettons, un deuxième qui va être des produits. OK. Puis, dans les produits, on va faire le même principe. On va se créer une nouvelle classe qui va être un ID, qui va être la clé primaire. On va avoir une description du produit qui va être un varchar. OK, donc là, on a les deux. Puis là, qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de travailler. On va s'en faire un troisième. Là. On va se faire une qui va être des pays. OK? Puis dans le pays, on va avoir l'abréviation. Ça va être 2 lettres.
Puis on va avoir le nom du pays. Il va être un plus long varchar. Fait que, on a, mettons, un pays, hein, la liste des pays. On a des abréviations qui vont être la clé primaire. On va avoir le nom complet du pays qui va être juste un varchar normal. Puis là, admettons, je veux avoir, OK, une représentation de chaque client. Il devrait avoir là, j'ai marqué un county, mais ça devrait être un country. Country. OK. Donc, je vais pouvoir représenter les différents types de relations. OK? Donc, pour représenter ça, je peux encore une fois utiliser soit les symboles ici ou encore le même principe qu'on avait. Je peux aller chercher puis créer, OK, les différentes relations que j'ai besoin. Donc, ici, j'ai un one-to-many, puis j'ai une nouvelle page qui apparaît qui va automatiquement me dire voici les choses que je vais rajouter dans cette relation-là, parce que tu as dit que c'est un one-to-many. Donc, je m'attends à ce que ce soit la clé primaire de celui-là qui s'en va dans le client. OK? J'apply, puis on peut voir ici que ça l'a ajouté automatiquement. Donc, c'est vraiment intéressant. Avec Visual Paradigm, on est capable de rajouter automatiquement les différents éléments à l'intérieur. Si je veux faire un many-to-many, donc les clients vont avoir des produits, puis les produits vont avoir des clients, je peux faire le même principe, ou je peux avoir un many-to-many. Mais là, on se souvient que le many-to-many, on n'était pas capable de le faire. Il fallait se faire une table intermédiaire. Ben, en cliquant sur le many-to-many, il va automatiquement générer la table intermédiaire. OK? Donc, je vais avoir la clé primaire, OK, qui est automatiquement concaténée entre le nom de la table et le nom de la clé primaire. Puis, même principe avec la deuxième table, le nom de la table, la clé primaire va devenir ici la composition de la nouvelle table. On peut voir aussi qu'on a un symbole spécial. Là, hein? Quand on a une clé étrangère ici, c'est une flèche qui s'en va. Ben, ici, on a le même principe que c'est une clé étrangère, mais c'est en même temps la clé primaire. Donc, ça devient la petite clé dorée. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il existe d'autres éléments là, que tu peux représenter, là, comme les séquences pour être capable de représenter des séquences qui augmentent au fur et à mesure, des choses comme ça, mais moi, je ne veux pas aller aussi en détail que ça. Juste de voir qu'on a les différentes entités, qu'on a les différentes colonnes dans chacune des entités, qu'on est capable d'aller faire les différentes relations, que ces relations-là sont représentées par les clés étrangères et qu'on est capable de représenter des relations de plusieurs à plusieurs en générant une table intermédiaire. Ça permet de pas mal représenter tous les éléments fondamentaux qu'on a besoin quand on travaille avec la création de tables. Là, ici, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est que si tu payes Visual Paradigm, nous autres, on utilise Community Edition, là, mais si tu payes, tu peux avoir des outils qui vont prendre ce schéma-là puis qui vont te générer le SQL qui va créer tes tables automatiquement. Donc, fancy de même. Il existe d'autres outils qui sont capables de faire des conceptions de tables. Donc, l'autre outil que je vais regarder un petit peu avec vous, ça va être, puisque vous utilisez Oracle, on va regarder deux autres. Là. Donc, on a le Oracle SQL Developer Data Modeler. Donc, c'est un autre logiciel là, que le SQL Developer de base.
Puis lui existe pour créer des tables, leurs relations, puis d'être capable de représenter ça d'une manière facile et conviviale. Fait que le principe reste le même. Tu commences en voulant créer des nouvelles tables. Fait que tu te crées une nouvelle table. On va ici créer les mêmes éléments qu'on avait là. Fait qu'on avait une table client. OK? On a derrière la liste, donc ici on peut voir tous les éléments importants là, à la création de ma table. Donc j'ai les informations générales. J'ai ensuite différentes colonnes. Donc je peux me créer une nouvelle colonne que je vais nommer OK, ID, que je vais mettre dans le domaine logique pour avoir les différents types. Puis ici, on peut se mettre un number, mettons, ou un numérique. Puis on peut dire que c'est un primary key. OK? Donc, après ça, je peux me créer une deuxième colonne qui va être le nom du client, qui va être un varchar, puis qui va avoir 255 éléments. Donc, quand je regarde ça, je peux voir, oups, j'ai cliqué. Donc, je peux voir mon client, hein, qui a les deux éléments à l'intérieur, le ID qui est le primary key, le name, puis je peux même voir la création du client ici derrière. Une fois que j'ai ça, je peux en créer un autre. Ici, on va se faire, mettons, le country de tantôt. On va se créer une colonne qui va être une colonne ID aussi. Une colonne ID. Puis on va avoir le nom du pays, un autre varchar. Donc on s'est créé une deuxième table hein, qui allait avoir les différentes informations. Là, je veux avoir le même principe où je vais créer la relation entre les deux. Donc, je peux retourner dans ma table client. OK? Puis, quand je vais être dans la table client, je peux aller chercher les clés étrangères. Puis, je peux générer une nouvelle clé étrangère qui va faire référence sur la table country, qui va automatiquement aller chercher le country, puis qui va faire référence à... là, il va falloir que je me crée une colonne, par exemple. Et ici, on va se créer une colonne. Ici, qui va pouvoir faire référence à notre élément. Puis, à ce point-là, on peut voir notre relation qui apparaît, OK, de la même manière avec les petites pattes doigts, là, les crow's feet, la méthode de Martin, qui indique, ben, j'ai une référence, OK, à Country ID dans cette autre table-là. Donc, lui, il n'est pas capable de faire directement les tables, ou en tout cas, c'est pas aussi convivial que Visual Paradigm, mais la prémisse reste la même, où je suis capable de représenter chacun des éléments derrière, puis aller chercher les informations que j'ai besoin. Qu'est-ce qui est intéressant de celui-là, c'est que je peux... Ici, ça devrait peut-être correct. Ouais. Je peux générer, OK, le Data Definition Language, là, le DDL, les Create Tables, qui vont générer ces tables-là automatiquement. Fait que passer de ton modèle que tu t'es dit avec tout le monde, c'est ça que je veux que ça soit, à une représentation, OK, avec les Create Tables, où on a tous les éléments
ok, de gestion de primary key, de foreign key, qui sont toutes déjà préétablies. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous avez vu des outils de génération à date ou je viens de vous casser le cerveau? Non, à date, c'est tout manuel. Fait que c'est ça. Les concepteurs, ils ont arrêté de faire ça manuel dans les années 90 parce que c'était long et fastidieux. Il existe aussi une panoplie d'outils en ligne, ok, qui permet de faire ce même genre d'opération. Donc ici, je vais faire un exemple sur un site que je connais. On vient-tu de le perdre encore? Non, 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 je suis encore là, je suis encore là. Faut juste que je me sign in sur un site. Donnez-moi un petit instant. OK. Fait que ici, j'ai un autre site qui s'appelle SQL DBM. Donc, il existe une panoplie de sites d'applications web là, qui permettent de faire ça. Là. Donc, elle aussi va permettre de créer un petit projet, va dire c'est quoi ton type de base de données, encore une fois pour t'aider puis de faciliter les éléments. Donc ici, on va juste loader un sample project, là, juste pour voir de quoi ça a de l'air. Fait que je veux pas le tutoriel, je veux montrer le tutoriel au monde. Donc, la prémisse est la même. C'est juste que, encore une fois, l'iconographie est un petit peu différente. Donc, le principe, c'est que j'ai mes différentes tables. Hein. Dans mes différentes tables, je vais avoir mes différentes colonnes. Dans chacune des colonnes, je vais avoir un type, puis je vais avoir les configurations, les éléments qui viennent de d'autres attributs, d'autres propriétés. Donc ici, on peut voir qu'à place d'avoir des icônes pour représenter les clés primaires, lui, il va avoir le mot-clé PK, pour Primary Key. Puis si on a le FK, ben c'est un Foreign Key. Fait qu'on peut voir le même principe, c'est que j'ai mon Customer ID. Le Customer ID, je vois que c'est un Foreign Key qui est ici, donc on a le lien entre les deux. Je peux voir après ça que ces deux éléments-là deviennent celui-là ici qui est une table combinée, là, un many-to-many, comme on jasait tantôt. Puis, si je veux en créer des nouvelles, ben, je peux créer une nouvelle table, qui va me permettre de créer la table. Une fois que je suis dans la table, je vais pouvoir rajouter le ID. Ben là, on va le garder avec le même principe, où c'est que c'est un int à l'intérieur, Puis, on peut après ça dire, ben pour un order, je vais avoir, puis là, ici, on a les boutons pour faire des relations entre eux autres. Hein? Là, en fait, je voulais y aller dans l'autre sens. Je vais aller dans l'autre sens, comme ça. Yep. Et ici. Fait que dans un order, j'ai un product ID, puis là, je pourrais rajouter un autre élément où c'est que j'aurais une quantité, mettons. Un autre int. Puis, je peux travailler avec ça, déplacer ça comme j'ai besoin, avoir les informations qui sont nécessaires. Puis, de ce côté-là aussi, on peut avoir le... Ah là, ici, ça a l'air que le site a l'air d'avoir de la misère. Mais lui aussi, là, quand il marche, tu peux avoir une génération du SQL
pour avoir le résultat final. Là, je ne sais pas pourquoi, le site est peut-être down, là. Mais la majorité des outils de génération de diagrammes d'entité-relation est capable de générer le SQL qui vient derrière une fois que tu as établi le diagramme comme tu le voulais. Fait que ça nous permet vraiment de reprendre des mises en situation, puis d'être capable de créer la table qu'on a besoin avec seulement un diagramme, plutôt que de se casser la tête avec là, j'ai oublié la parenthèse ici, est-ce que j'ai mis le bon foreign key à la bonne place, et ainsi de suite. Tu as juste à travailler sur le diagramme, puis derrière, la génération se fait automatiquement. All right. Excellent. Donc, si pour aujourd'hui, on va regarder le deuxième devoir, puis je veux qu'on commence à travailler là-dessus, là, comme ça, vous allez bâtir une espèce de série de questions pour moi la semaine prochaine. La semaine prochaine va être consacrée pour deux choses. La correction des exercices qui nous restent. Donc, on va corriger les derniers exercices qu'on n'avait pas terminés quand je me suis fait couper par mon propre équipement qui explose. Puis aussi, on va revoir le diagramme du dernier cours avec les différents exercices avec lesquels je vous avais laissé. Donc, on va revoir ça au prochain cours, mais ça va être juste une correction d'exercice. Le restant de la période va être aussi consacré à la création du diagramme d'entité-relation pour le deuxième devoir. Fait qu'on va regarder à quoi ressemble ce deuxième devoir. Deuxième devoir, où es-tu? Ici. Merci. Et voilà. Donc, le deuxième devoir va être une deuxième modélisation, mais cette fois-ci avec un diagramme d'entité-relation. Donc, cette fois-ci, si vous voulez utiliser seulement les outils du cours, ça va être Visual Paradigm. Si vous voulez essayer d'autres outils pour vous pratiquer, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible, que vous utilisez le Oracle SQL Developer Data Modeler, ça marche aussi. Si vous utilisez un autre service quelconque, là, okay, donc SQL DBM, c'en est un parmi plusieurs autres. Okay, tout est possible, mais la prémisse, c'est que je veux un diagramme d'entité-relation. On va regarder qu'est-ce que ça représente dans quelques instants. Donc, on va avoir une mise en situation. Okay? Donc, on va vouloir représenter le personnel d'une entreprise puis son affectation dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc, on va avoir une entreprise qui est organisée en différents services comme HR, Sales et ainsi de suite. Donc, chaque service va être décrit par son nom, un chef de service, okay, puis une liste des différents locaux de ce service-là. Après ça, le personnel va être réparti en trois catégories différentes. Il va y avoir des administrateurs, des techniciens puis des cadres. Donc, tous les personnels ont un numéro d'employé, un nom, un prénom, une adresse, puis une identification bancaire là, pour leur chèque de paye, donc un nom de banque, puis un numéro de transit de la banque, puis un numéro de compte personnel. Ils ont tous un salaire, puis ils sont tous rattachés à un service quelconque. Plus particulièrement, par contre, chacune des catégories a des informations qui lui est propre. Okay? Fait que chacun va avoir un taux horaire qui va être spécifique à la catégorie. Fait que les techniciens ont un taux horaire pour les heures supplémentaires, les cadres ont un taux horaire pour les heures supplémentaires, quoi qu'il n'y en a peut-être pas, là.
Puis les administrateurs aussi ont un taux horaire pour les heures supplémentaires. Pour les techniciens, OK, ils vont avoir un numéro de machine. OK, donc, ils vont être responsables de une ou plusieurs machines. OK, c'est un technicien, il va faire des choses. Donc, il faut être capable de sauvegarder ça dans notre base de données. Les administrateurs vont avoir des cadres avec qui ils travaillent. Puis le cadre va aussi avoir l'inverse, il va avoir des administrateurs qui gèrent, mais le cadre va aussi avoir une adresse pour son bureau, puis un numéro d'extension pour son numéro de téléphone. J'ai une question de Tolkien. Les cadres, tu veux dire que les employés? Pardon, j'ai pas entendu ta question. Les cadres, ça veut dire les employés? Les cadres sont aussi du personnel. OK, donc personnel ici, c'est tout le monde qui est dans la compagnie. Ok, merci. Fait que on va vouloir représenter les différentes entités de ce modèle-là. OK, donc un peu comme qu'est-ce qu'on a fait pour la modélisation des calls, des classes. On va aller chercher les différentes entités, on va trouver les attributs de chacun, on va trouver les relations, puis on va créer avec ça un diagramme d'entité-relation. Donc, dans le diagramme d'entité-relation, c'est quoi les éléments que je veux avoir à l'intérieur? Donc, je veux avoir les différentes entités, okay, les différents noms des différentes tables ultimes. Ça va être quoi les différents attributs de ces entités-là? Pour les différents types, c'est comme essayer d'en mettre, là, okay, là, mais s'il y a certains que vous n'êtes pas certains, c'est pas si grave que ça. Il va y avoir les relations, hein, donc l'élément avec la relation, puis l'utilisation de clés étrangères, puis les clés primaires pour chacune des tables, que ce soit des éléments artificiels qu'il faut rajouter, ou sinon, une information déjà existante qu'on peut utiliser comme clé primaire. Donc, le même principe, la remise est à faire avant ou en fait la journée de l'examen maximalement. Moi, ce que je veux avoir, c'est le résultat final de qu'est-ce que vous avez fait comme diagramme. Fait que vous pouvez prendre une image de votre Visual Paradigm, le sortir ici directement, ou sinon de mettre ça dans un document Word, de faire un PDF. N'importe quel type d'image va être accepté. Donc, on a 3 semaines pour faire ça. Je veux qu'on consacre la majorité de la période là-dessus aujourd'hui. Puis, il va aussi avoir la semaine prochaine. Le principe, c'est que j'aimerais ça que ça soit terminé d'avance pour qu'on puisse se concentrer sur la révision de l'examen durant la dernière semaine. Fait que ça serait pas mal ça pour notre partie magistrale d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais... comme d'habitude, la semaine passée, tout a cassé, là. Mais je vais fermer la partie de Zoom, puis après ça, je vais la réouvrir. Si vous avez quelconque question durant la conception du devoir, n'hésitez pas à revenir durant ce temps-là. Avant de fermer, on va prendre la question de Swad. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on peut faire une analyse de texte? On ne l'a jamais faite. Dans mes souvenirs, je ne me souviens pas qu'on avait fait une analyse de texte ensemble pour faire un diagramme, soit diagramme de classe ou diagramme entité. Est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire un ensemble, s'il vous plaît? Oui, certainement. On peut refaire. Ben, on avait fait un, en fait, avec celui qui était disponible ici, mais on peut le refaire si tu veux. Ou si tu veux retourner voir la vidéo, puis au pire, si tu as des questions, on peut en refaire un autre quand tu vas revenir après. Mais je pense que c'était dans notre... Attends, je vais retourner voir dans nos vidéos. Celui de l'université, c'est de ça que vous parlez? Ouais. OK. On avait fait ça dans notre cours 5. Ouais, dans notre cours 5. Après la correction des exercices, là, fait que... Si je regarde ici... Ici, dans le cours 5, à partir de 1h21, là, on a passé une petite demi-heure sur la conception d'un
diagramme de classe, comment identifier les différentes classes, comment identifier les relations, et ainsi de suite. J'ai une autre question de Bernard. Oui, donc, ben, c'est ça, je me demandais, est-ce qu'on peut savoir que nos résultats sur le TP qu'on avait remis, parce qu'on finit dans 2 semaines, pas 3. Hein? Moi, On j'ai... finit dans 2 semaines. Là. Il me semble, la semaine prochaine, on a l'examen final pour le SQL, Ah oui, ben, et puis c'est la là, semaine suivante. Ouais. ben, on est au début de la semaine en ce moment. On finit Ouais. le 9, nous autres, le 9 juin. Ouais. Ouais, 2 semaines et 2 jours. 2 jours. Effectivement. J'ai presque fini les corrections des premiers examens puis des premiers travaux. Ça devrait arriver sûrement vers la fin de la semaine pour avoir une rétroaction de ça. OK. Merci. Excellent. Donc, ça va mettre fin à notre partie magistrale de cette semaine. Encore une fois, je ferme le Zoom pour avoir accès à la vidéo. Puis une fois que ça c'est téléversé sur YouTube, je réouvre la salle pour quelconque question que vous avez pour la conception de ce deuxième devoir-là. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit la semaine prochaine pour la correction de nos exercices, de nos derniers diagrammes UML qu'on avait vus, qu'on s'est fait couper, puis qu'on avait vu dans la vidéo de la semaine passée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.